Hello Iris. Hello Salomé. On a quelqu'un avec nous aujourd'hui. Salut Hello les filles. Geoffrey, comment ça va? Ça va et vous? Merci pour l'invitation. Ouais, Bah on est ouais. trop contente de t'avoir. Dis-nous Salomé, c'est qui Geoffrey? Alors, Geoffrey est un créateur de contenu et il lance en ce moment sa marque de cosmétiques pour cheveux crépus. Exactement. C'est super et ça va bientôt arriver, on espère, d'ici quelques mois. Et j'espère aussi. Il est connu sur les réseaux sociaux parce que il s'amuse à faire quel personnage vivrait où à Paris et les tendances de vie des personnages. C'est un Parisien et il vit la ville un petit peu comme nous et comme un personnage de Sex and the City, je dirais. Exactement. J'aime Paris, j'aime sortir, j'aime la mode, j'aime manger au restaurant, j'aime la culture et j'aime les séries TV. J'aime beaucoup les séries TV, que ce soit Sex and the City ou Gossip Girl. Et c'est vrai que j'ai une petite passion à transposer ces séries qui se passent à New York, qui est une ville qui est très riche et qui vit beaucoup, mais les transposer à Paris, parce qu'on Ouais. a une magnifique ville. Et Bah oui. c'est aussi cool de voir que tes personnages peuvent être des personnages de ta ville. Exactement, c'est Vraiment merveilleux. malade. Et ça me fait penser du coup un peu à notre question classique, vu qu'on a terminé Sex and the City, mais comme on est dans Populaire Podcast et qu'on célèbre les femmes les plus populaires au monde, quelle populaire tu penses que tu es? Je pense, alors si on doit parler série, que je suis vraiment un mix entre Gabrielle Solis et Brie Van de Camp. Trop stylé. Parce que j'ai c'est vraiment... chambé. C'est genre tellement chic. Tellement chic. Je pense, j'ai vraiment ce côté un peu sexy de Gabrielle Solis, de vouloir plaire, d'être celle qui est très drôle. Elle est très drôle. Elle est Ouais, très ouais, drôle. Elle est très, très hilarante. drôle. Elle est pétillante. Elle est pétillante, exactement. Et de l'autre côté, il y a Brie sur laquelle tu peux vraiment compter. Tu peux vraiment compter. Elle est vraiment aussi d'une soif et d'une rigueur qui est tellement exemplaire. Pour moi, c'est un des personnages les plus complets de toutes Mais les séries. totalement. en fait. Et puis, elle a, sans spoiler, elle a débloqué, la dernière saison, sans elle, toutes ses amies seraient... Ah Ouais, non, on mais peut pas oui. compter sur Suzanne. Ah ouais, non, on peut pas, bah, C'est non, horrible, moi je suis une Moi, Suzanne. Ouais, j'aime pas la shamer, mais bon, voilà. Quoi. Ah, mais c'est On horrible. peut moins compter sur elle, on va Voilà. dire. Ah non, Voilà, je suis vraiment pas- pas, genre vraiment pas je du veux tout. pas, je veux pas être une Suzanne, je ne suis pas une Suzanne. Et bon, peut-être son côté un peu ingénu peut plaire, mais c'est vite agaçant quand même. Ah non, mais quand c'est même horrible. assez Moi, je suis agaçant. elle malgré moi. Genre, c'est Mm. horrible. Je suis elle, mais c'est pas possible. Cette personne est horrible. Bon, on le fera. On en parlera Ouais, quand on te réinvitera pour Desperate Housewives. Ah, avec plaisir. Desperate. Mais C'est du important. coup, là, notre sujet du jour, c'est Heated Heated Rivalry. Rivalry. Alors, je sais pas si vous avez regardé cette série. J'espère que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous l'avez regardé. Mais sinon, vous inquiétez pas. Comme d'habitude, on ramène le sujet de la série à des sujets plus larges de société. On questionne nos invités et on vous fait des petits résumés. Donc, Heated Rivalry, c'est la série qui a secoué tous les États-Unis pendant des mois et des mois. Je voyais même Christine Davis qui joue quand même Charlotte York dans Sex and the City qui disait qu'en gros elle ne dormait plus parce qu'elle faisait que la regarder. Et en fait, c'est une série qui a été inspirée de livres de Rachel Reid. C'est l'histoire de joueurs de hockey sur glace, donc dans la ligue NHL aux États-Unis, qui vivent en secret des histoires d'amour interdites parce que c'est une romance donc homosexuelle et c'est complètement interdit. Donc ils sont là, ils se cachent et on va suivre pendant la série en particulier deux joueurs qui sont deux prodiges en gros du hockey. Donc on a Shane Hollander qui joue au Canada, qui joue à Montréal, et Ilya Rosanov qui est un Russe qui n'a même pas la nationalité des États-Unis, qui est juste un jeune joueur hyper prodige, mais qui est pas comme Shane, qui va être un peu apprécié de tous. Il va être au contraire vraiment le bad boy que tout le monde va un peu détester parce qu'il a une attitude hyper dure, il est hyper cash, et voilà. Ouais. Et en fait, dès le début de la série, on va voir qu'il y a une attirance entre eux. Dès l'épisode 1, ils vont commencer à avoir des rapports sexuels et on va aller d'une histoire de rapport sexuel à une histoire d'amour. On fait toute la saison. On spoil jusqu'à la fin, donc voilà, je préviens. Ouais. Et On ce va qui est jusqu'au côté. important aussi, c'est qu'ils sont rivaux. Ah oui, Ouais, C'est méga important. ça, c'est méga important. Ils Non, sont mais- rivaux sur le terrain et sur le... Comment on appelle ça d'ailleurs? Sur la glace. Ouais, sur la glace. Sur Ils la sont glace. rivaux et c'est ça qui est assez encore plus excitant, je pense. Bah exactement, c'est un peu la première question qu'on allait poser, c'est pourquoi cette série est si addictive? Est-ce que c'est la recette parfaite? Moi, je pense déjà petit vent frais. Parce que j'avais pas vu ça encore. J'avais pas vu ça. Il y a, je trouve, assez peu de séries qui vont aborder tous ces thèmes que sont le sport,
la sexualité, ce côté aussi, comme on disait, il vient de l'étranger. Il y a comme une petite partie où on parle de la Russie, on découvre un peu l'histoire avec ses parents, avec son frère. Ouais. Et donc voilà, tout ça mis ensemble fait une recette un peu de waouh, j'avais encore jamais vu et je trouve ça trop stylé. Et en plus, parce que pareil, j'ai binge-watché la série, les épisodes sont super bien construits. Ah ouais, grave. Ça faisait longtemps que, et je vais remonter à très longtemps, j'ai remonté à Game of Thrones pour vous dire, que j'avais pas vu des fins d'épisodes où je me dis, je peux pas arrêter maintenant. Ah ouais, grave. Je peux pas aller me coucher, il faut que je connaisse la suite. Parce que je trouve que la construction de l'épisode était tellement bien fait que si ça avait fait seulement un seul épisode de 6 heures, ça m'aurait grave plus. C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est de la torture parce qu'avec Salomé, nous, on a regardé semaine par semaine. Merci Canal+, mais du coup, ça nous a... mais au début, on était vraiment en mode genre, mais on ne peut plus attendre, en fait, cette tension. Mais c'est absolument dingue. En fait, c'est le truc dont tu me parlais l'autre jour, c'est pourquoi est-ce que ça va même au-delà du milieu queer? Parce que tu peux te dire, en fait, moi, j'allais regarder ça et en fait, je ne pensais pas que j'allais autant être transcendée par un truc alors que c'est des hommes. Moi, je suis une femme. Il y a même pas une femme qui est involved dans le truc. Il y a vraiment cette question de qu'est-ce que tu consommes, qu'est-ce qui, en fait, va rock your world. Et là, c'est la première fois, moi, c'est la série qui a le plus rock my world, j'ai l'impression, dans ce sens-là. Ça m'a attirée, ça m'a chamboulée, ça m'a donné des frissons, ça m'a fait pleurer, ça m'a fait retomber amoureuse des deux personnages et c'est absolument merveilleux. Pourquoi est-ce que ça a autant brisé les frontières à la fois du monde et à la fois des sexualités? J'ai lu un article de Courrier International qui s'intitule Pourquoi les femmes aiment regarder les hommes gays. Okay. Et en gros, ils expliquent ça par le fait que déjà comme aucune femme n'est involved dans la série, ça vous permet de pas devoir vous situer ou vous évaluer. C'est vraiment une histoire qui ne vous concerne pas, donc c'est vraiment, on regarde de l'extérieur et ça permet même de plus l'apprécier. Parce qu'il y a pas un moment où vous dites, le personnage de la femme a été mal construit. Ensuite, il y a également une population de femmes qui a une sorte d'admiration, ils veulent en savoir plus sur qu'est-ce qui se passe dans une relation homosexuelle. Ouais. Donc ça permet aussi de montrer, bien montrer ou mal montrer, je ne sais pas, on en parlera après, mais en tout cas de montrer une certaine facette du ratio homosexuel. Et pareil, en tant que spectatrice, ça intéresse et ça reste tout simplement une histoire d'amour. Bah bien sûr. Et ça reste une sorte de romance et ça plaît quoi. Bah oui, et en fait, il y a le côté amour interdit qui là est complètement exacerbé dans le milieu homosexuel, mais de manière générale, un amour qui ne peut pas se faire. Par exemple, en ce moment, il y a Love Story sur Disney+. Et en fait, un amour qui n'est pas atteignable, comme dans Sex and the City, Carrie et Big, c'est un truc qui nous rend dingue. Et je pense que c'est des choses qu'on vit aussi au quotidien pour... moi, par exemple. Non, mais c'est universel, c'est universel comme mais sujet. Oui, l'amour sujet. interdit, on entend parler depuis Roméo et Juliette. Oui, j'allais justement faire le parallèle à Roméo et Juliette parce qu'en fait, il y a ces équipes inverses et en plus, il y a ces personnages qui sont drastiquement inversés. Moi, je trouve que Shane Hollander me fait penser, en termes de personnalité, à Thomas Pesquet, qui est le genre de mec un peu parfait. Non, mais genre Thomas Pesquet ou un Pierre Ninet, qui est genre vraiment le mec parfait, politiquement correct, rien à dire. Et il y a Rosanov qui est tout le contraire, et c'est absolument merveilleux. Et il y a le truc aussi qui se passe, en fait, là-dedans. Je trouve que c'est interdit parce qu'ils vont aller toucher à une certaine virilité qui est le milieu du sport. Est-ce qu'on a le droit, en fait, d'être gay dans le milieu du sport? Est-ce que tes coéquipiers ont le droit pourquoi, en fait, ça va venir toucher ta performance? C'est complètement ridicule. Et surtout, pourquoi est-ce que le coming out va être aussi puissant dans le milieu du sport? Il y a cette merveilleuse histoire dans Hated Rivalry. Il y aura un épisode sur Scott Hunter. Scott Hunter, qui est un joueur de hockey qui va avoir une histoire d'amour avec un homme et qui va vouloir se cacher, en fait, et qui, au moment où il va gagner la grande coupe, va faire son coming out devant tout le monde. Un coming out, moi, qui m'a chamboulé, qui m'a fait absolument pleurer toutes les larmes de mon corps parce que c'est magnifique. Est-ce que tu as besoin d'exemples? Est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui peut ouvrir la porte à ça, en fait? Est-ce que la porte est ouverte aujourd'hui en 2026? Je pense pas. Enfin, dans le milieu du sport, je pense pas du tout. Je pense qu'on le sait tous. Encore dernièrement, je sais plus pour quelle ligue de foot, il y avait encore des banderoles avec des messages homophobes. Bien sûr. Donc ici en France, donc non, pour moi aujourd'hui le milieu du sport, le coming out n'est pas possible. Et je pense que c'est ce qui aussi a fait le succès de la série, c'est un sujet qui n'a pas, qui a été très peu abordé parce que je me souviens plus du titre, mais il y a un film allemand sur du coup 2 joueurs de foot, pareil, romance homosexuelle, que je trouve assez génial et assez prenant comme film, mais c'est très rare des médias, des contenus culture, en tout cas populaires comme ça, parce qu'il y a beaucoup de filles qui en parlent, mais de culture populaire comme ça qui abordent le sujet.
Et ben j'ai un fun fact, mais qui est un peu un sad fact en fait. La NHL, donc qui est la ligue de hockey sur glace, c'est la seule ligue de sport à haut niveau aux États-Unis dans laquelle aucun des joueurs n'a fait un coming out. Et du coup, j'ai lu des articles à propos de ça et il y a plusieurs explications. Déjà, la raison pour laquelle dans les sports collectifs masculins, c'est encore moins libre et ouvert, c'est parce qu'il y a la culture des vestiaires, dans lesquels apparemment il y a beaucoup de pression liée à la masculinité, à la virilité, de regard, etc. Et d'ailleurs, dans la série, c'est intéressant parce qu'il y a un peu cette scène quand même, genre, qui est un classique quand même des films d'amour dans les vestiaires. Et il y a aussi une autre raison qui est le sport de contact et d'impact. Et en fait, dès qu'il y a des contacts ou des mains, etc., elles sont souvent tendance à être mises en satire, caricaturées et interprétées avec des propos homophobes. Donc en fait, il y a quand même un environnement qui est genre pas du tout propice à se libérer. Et en plus, encore une fois, le fait que Scott Hunter soit le premier à le faire, c'est un vrai symbole parce que dans la NHL, encore aujourd'hui, aucun joueur ne s'est outé. Alors que c'est évident qu'il y a de l'homosexualité et sûrement même, une journaliste disait, beaucoup d'érotisme en fait, d'homo-érotisme dans les vestiaires, etc. Je lisais juste un petit parallèle. En fait, dans les sports féminins collectifs, c'est l'inverse. Parce qu'en fait, par exemple, dans le football, les femmes, elles ont tendance à être ouvertement lesbiennes ou homosexuelles. Et là, c'est intéressant parce que tout d'un coup, c'est un renversement de la féminité où c'est, on va dire, plutôt prestigieux, où c'est plutôt avantageux de se montrer comme très masculine et très virile parce que ça pourrait te donner un peu un avantage, tu vois. Mais en même temps, quand on regardait les Jeux Olympiques d'été, je sais pas si vous vous souvenez, la fille qui avait gagné à la boxe, Bien sûr. une athlète, je me souviens plus, algérienne, je crois. Tout le monde lui avait dit que en fait, c'était une transsexuelle. Donc en fait, les femmes sont pas pour autant plus libérées ou moins stigmatisées et ensuite moquées dans ces milieux. Mais en tout cas, je trouve que le choix du hockey sur glace, du coup, est hyper intéressant pour ça. Ouais. Et voilà, donc il y a le milieu du sport pour le coming out. Mais en fait, ce qui est chouette dans la série, c'est qu'ils viennent aussi amener deux autres facteurs qui peuvent rendre difficile le fait de faire son coming out. Le premier pour Ilia, c'est la Russie. Ouais. Donc c'est l'attachement à sa culture et à son pays. Et j'ai bien aimé comment le sujet était abordé. Je sais pas ce que vous en pensez. Au début, pour le coup, c'est la partie que j'ai trouvé un peu plus floue, que je comprenais pas vraiment qui était le père, qui était le frère, qui était la mère. Et c'est lors de son retour en Russie où j'ai vu que, en fait, sa meilleure amie le couvrait quand même un peu. Ouais. Et il avait quand même déjà eu une petite histoire avec le mec là dans la salle de bain, un moment qu'il était avec sa meilleure amie. Ah oui. Et là, je me suis dit, ah, c'est cool que c'est pas non plus le fait qu'il soit parti au Canada ou dans le monde et qu'on dise, ah non, il est devenu gay là-bas. Non, c'est que vraiment, il avait déjà ce truc-là et qui s'est ouvert un peu plus tard au Canada. Mais oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'était bien amené. Ouais. Bah, il y a ce côté de Russie aussi d'interdit. Et il y a un autre pan de l'histoire, moi, qui me plaît. C'est qu'il y a un côté ma première fois. Et là, ça va être du côté de Shane. Ouais. Et c'est pour ça, en fait, je pense aussi qu'on est aussi emporté. C'est que moi, ça fait vraiment penser au film Ma première fois. Parce que t'es là et que tu découvres avec lui. En fait, il est beaucoup plus expérimenté. Il a déjà eu des histoires avec des hommes, il a déjà eu des histoires avec des femmes. Et Shane n'a jamais eu d'histoire avec personne. Et découvre la sexualité, l'amour, cette soif de quelqu'un, de ce truc de t'as besoin de voir l'autre et d'attachement en fait. Et c'est pour ça, moi je trouve que c'est aussi prenant. C'est qu'il y a de l'interdit aussi chez lui parce que il découvre ça. Tout est nouveau en fait. De ouf. Et en plus, en vrai, ce qui est horrible, c'est que tout le monde l'attend. C'est-à-dire qu'il reçoit une sorte de pression de la part de ses amis, de sa famille. C'est quand est-ce que tu vas avoir une petite amie? Et donc, il se trouve une petite amie de fortune, qui est une actrice qui est hyper séduisante, etc. Leur rapport sexuel ne se passe évidemment pas bien parce que tout simplement, il n'est pas attiré par elle. Et ils deviennent amis. Donc, c'est la première personne, en fait, à qui elle le dévoile, si ce n'est Ilia, qui est évidemment au courant. Et à la fin, quand il fait son coming out auprès de ses parents, il y a deux choses que j'ai envie de dire sur ça. La première, c'est qu'il y a une scène qui est extrêmement touchante. C'est sa mère qui pleure et il s'excuse auprès d'elle. Et elle lui dit « Non mais Shane, c'est moi qui m'excuse. Comment j'ai pu te faire croire en fait que c'était pas ok de me le dire ?» Et ça, c'est trop beau. Et ça, je pense,
en vrai, en tant que personne queer qui a fait mon coming out auprès de ma famille relativement tard, et ça a été très très bien reçu par mes parents, je pense que on s'imagine en fait tout un monde, et c'est pas qu'on a peur du jugement de nos parents, je pense qu'on sait au fond de nous que nos parents vont accepter. Enfin, dans mon cas, je savais qu'ils allaient accepter parce que j'avais pas de, tu vois, par exemple, de barrière culturelle comme Ilia allait avoir, et là, on savait que ça allait clairement pas être accepté. Mais d'un autre côté, j'avais peur de décevoir, peur de pas être sûre de moi. Et d'ailleurs, Shane, il dit un truc qui est très intéressant. Il dit moi, j'ai lutté pendant des années en fait pour pas être comme ça, et je pense que ça, c'est un truc qui est très propre à la communauté LGBT, en fait, de toujours vouloir se tordre dans tous les sens pour en fait rentrer dans les cases. Même les plus libérés, je pense, se posent toujours encore des questions au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur vie, parce qu'à chaque fois, les étapes sont plus difficiles. Il y a toujours un truc qui est plus dur. Ça va être moins facile pour faire des enfants. Ça va être moins facile. On a peur pour trouver peut-être un travail. C'est ça, on a peur pour la vie, tout simplement bah aussi. Oui. Hein, ouais, bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi sur la peur de décevoir. Typiquement, on va dire les parents qui t'ont donné une éducation et qui attendent aussi, du coup, sur un schéma très hétéronormé, puisque aujourd'hui, c'est la majorité de ce qui nous entoure dans la société, et qui, comme les parents de Shane, vont te dire, enfin moi en tout cas en tant que garçon, à mes débuts, enfin quand j'ai grandi, c'était bon, alors tu me présentes quand ta copine, ouais. Et vous voulez combien d'enfants, et oh là là, j'ai hâte que mon premier fils se marie. Et donc en fait, bien que tu saches que tes parents t'aimeront toujours et qu'ils accepteront, t'es en mode je peux pas leur dire. Je peux pas leur dire pour le moment, parce qu'en fait ça va trop les décevoir. Ça va trop les décevoir, et donc c'est vrai que t'as aussi du coup ce côté où tu te dis mais pourquoi je peux pas être comme tout le monde ? Pourquoi ? Enfin du coup tu luttes aussi intérieurement. J'ai la chance aussi également ça a été très bien accepté, donc j'ai pas eu à lutter longtemps. J'ai pas eu à mentir longtemps, j'ai pas eu à me cacher longtemps, mais c'est vrai que cette série, en tout cas, pour ces jeunes qui doivent encore aujourd'hui se cacher, qui doivent encore aujourd'hui mentir, je pense que c'est aussi une sorte d'exutoire, enfin ça leur permet de se transposer un peu et de se dire ok, si ça a fonctionné pour lui, si ça a fonctionné pour un autre à l'extérieur, ça fonctionnera aussi pour moi, et je vais peut-être prendre mon courage à deux mains. C'est ça. En fait, je trouve ça merveilleux que là, on parle de ça et qu'aujourd'hui, on soit réunis et que une grande partie du monde là, qui aime la pop culture ait les yeux rivés sur Rita de Rivali et célèbre cette série, célèbre cette histoire. Parce qu'en effet, je me dis que ça pourra donner l'exemple à plein de gens, et que surtout, moi, je voulais vraiment parler de ça. Je pensais que ça allait me faire mal. Moi, je pensais que le cottage allait me faire mal. Je pensais qu'il allait se passer pareil. Quand ils partent au cottage, parce qu'à la fin de l'épisode, du coup, où Scott fait son coming out devant tout le monde, Ilia appelle Shane. Shane décroche. Il commence déjà un peu plus à se parler, parce qu'en fait, on va se parler quand même pendant 5 ans. C'était que sexuel, cette histoire. Ils se voyaient 3-4 fois par an, on va dire. Ouais. Et là, 5 ans, commence c'est un long, peu. hein. Ouais. Les amis, c'est long, c'est long. Une vie se passe dans 5 ans. Comment ne sont-ils pas tombés amoureux avant, en fait, à d'autres personnes, en fait, simplement. Et là, du coup, ils vont commencer à se rapprocher. Finalement, du coup, Shane va proposer à moitié défoncé sous médoc parce qu'il y a eu un accident en rigolant avec Ilia sur le terrain, de venir au cottage l'été. Et donc, à la fin de l'épisode, quand Scott fait son coming out devant tout le monde, Ilia appelle Shane. Shane décroche en disant What the fuck just happened? Et juste Ilia coupe la parole en disant genre je vais venir au cottage. Et là t'es en mode oh my god. Mais moi c'est le dernier épisode et je me dis il va se passer un truc horrible. Je sais pas, en fait, je m'imagine qu'il va se passer un truc horrible parce qu'il va y avoir un dénouement, un truc pas possible, que ça va pas bien se passer, qu'ils vont découvrir que la vie à deux elle est pas possible, qu'ils vont pas s'entendre ou je sais pas quoi. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que cet épisode, pour moi, c'est du baume au cœur. C'est du baume au cœur parce qu'ils vont tomber amoureux, ils vont se dire je t'aime, ils vont essayer de make it work, parler du futur. Il va y avoir le coming out de Shane à ses parents qui vont bien le prendre. Ça va être merveilleux, en fait. Ils vont être là en train de prendre le thé, en train de manger ensemble. Et ça va être génial. Et je trouve qu'en fait, ça peut vraiment donner des exemples aux gens et donner de la force, en fait, à une jeune communauté. Totalement. Et en fait, moi, je pense que ça n'a pas été écrit pour nous faire mal au cœur. Ouais. Tu vois, je pense que ça a été écrit justement pour nous faire du bien au cœur, et c'est ce qui fait qu'il y a aussi un énorme public féminin à ça. Si je peux mettre un parallèle, Call Me By Your Name, ça a été écrit pour nous détruire le cœur. Exactement. Ça a été écrit pour, enfin, en tout cas moi c'est un de mes films préférés. Ah mais ça m'a tué. C'est une de mes histoires préférées, et la fin elle crève le cœur, elle crève le cœur. Entre Elio et Oliver, la fin, ce jeune, enfin, quand Timothée Chalamet il pleure devant la cheminée sur, j'ai oublié le nom du morceau, mais si je vais à Steven, je trouve ça, enfin, ça déchire le cœur. C'est ça, bien sûr. Et je pense du coup à l'inverse justement, E.T. de Rivalry, ça, enfin ouais, oui, pendant
toute la saison, il y a eu des moments où on se disait ça va mal se finir, ça va mal se finir, ça va mal se finir, pour finalement un feu d'artifice à la fin, et tu te dis genre waouh, je connais pas du tout la suite, j'ai pas lu les livres et je sais pas ce qui va arriver en saison 2, mais j'y vais avec de l'entrain et grave. et en mode genre attends, trop cool. Et surtout, je trouve que en fait, à partir du moment où du coup son père est mort, donc en fait il s'est détaché, en vrai, littéralement, symboliquement, de tout ce qui pouvait peut-être le retenir, parce qu'en plus il a plus de contact avec son frère. Et bah, Ilia nous surprend où il était tout le temps en train de lui dire que des phrases un peu hyper bateau, en mode you're boring, genre en mode de tout ramener au sexe et tout, comme forme de protection. Et justement, on va en parler de ça. Tout d'un coup, Ilia est limite plus apte à s'ouvrir que Hollander. C'est le premier qui va dire je t'aime. J'ai envie de pleurer. Non mais c'est génial. Quand il lui dit je t'aime dans le lit, ou même quand il lui fait la déclaration En russe. En russe, ouais. Mais Qu'est-ce c'est que merveilleux. beau. Mais c'est ça aussi que j'ai aimé avec le paradoxe entre ces deux personnages, c'est que en fait, au départ, tu penses qu'Ilia est plus libéré, plus affirmé dans la série, plus sûr de lui-même que Shane qui est vraiment là en train de découvrir ce truc. Mais par contre, c'est Shane qui va plus prendre les devants. C'est Shane qui va plus facilement dire en mode genre tu veux pas rester dormir, tu veux pas manger un bout, tu veux genre je sais pas, parle-moi vraiment là, tu veux pas qu'on soit sincère. C'est lui, dès qu'on va arriver au cottage, il va dire OK, sois sincère, viens, on se dit tout ce qu'on pense, et il va prendre les devants. C'est ça qui est génial. Ouais, mais je trouve que quand même c'est Ilia qui va s'ouvrir en premier. Ah, il va dire je t'aime en premier. Il a peur quand même, Shane. Il va dire je t'aime en premier. Parce que tu sais, Shane il fuit quand ils sont sur le canapé là dans l'épisode de je pense 4. Ouais, bah oui. C'est vrai, et pour autant, il faut pas oublier que la première partie, elle est sur 5 ans. Ouais, et que c'est du vrai. coup, Ilia, elle était dure sur 5 ans. Ah Il a été dur. Il a Et été c'est dur. Shane qui revenait. Ouais, et c'est Shane qui revenait. Et typiquement, tu vois, quand t'es un jeune homme homo et que tu vis ce genre de relation, et pendant 5 ans, c'est toi qui dois revenir, et que en face de toi, la personne, elle est faussement fermée, parce que finalement, en fait, elle l'appréciait quand même, Shane. Mais t'as Ilia qui, pareil, voilà, comme tu disais, sur des phrases très courtes, juste hyper sexuelles, et en fait, on va se voir que 4 fois par an, et voilà, le numéro de ma chambre. En fait, c'est ça leur échange. Ouais, c'est voilà, le numéro vrai. de ma chambre, on se voit, on baise, tu repars. Bye. Ouais. Et 5 ans, c'est long quand même. Alors, même si tu vois, sur la fin, on inverse un peu, et la fin se passe du coup sur quoi? C'est sur la même année, hein, depuis à partir du moment où ils se disent je t'aime et le cottage. Bah, l'autre, Shane, il a quand même vécu 5 ans où il y a. Pas le repoussait, mais vraiment le catégoriser dans la case juste c'est sexuel, quoi. Bah, on voulait en parler parce que tu en as parlé dans ta vidéo TikTok où tu fais un petit résumé. Tu disais qu'il y avait quand même une romantisation d'amour ultra toxique. Par exemple, il y a ça. Et aussi, je trouve que Scott, quand il enferme Totalement. Kip, 100%. Enfin, dis-nous, qu'est-ce que t'en penses? Pour surtout parler de Scott, donc Scott, pareil, parce qu'en plus il est plus âgé que les deux autres. Ouais. Donc ça fait encore plus longtemps que lui intérieurement, ça doit être très difficile. Et la façon dont ça a été amené, le fait qu'il dise à Kip, tu vas rester à la maison et quand je rentre ce soir, tu seras là. Ouais. Je trouve que... Alors ouais, c'est hot sur le moment, tu dis genre sexy, et Mais dans le flippant, fond quand pas même. du tout, c'est Ouais. flippant. Les gars, je suis tellement toxique parce que moi j'étais genre of course, I'm staying. Non, mais T'inquiète pas pour ça, je Moi, serai là j'ai ce trouvé ça soir. J'aurais dit ça aussi, tu vois, mais en fait, quand tu regardes, non, je vais pas combler ta solitude et accepter tout ce que tu me dis parce que, en plus, parce que t'es une célébrité, parce que t'es plus âgé, parce que t'as plus d'argent, et parce que, voilà, non, moi j'ai pas trouvé ça, avec un peu de recul, j'ai pas trouvé ça cool. Ouais. Et si j'avais regardé ça à 17 ans, bah, déjà j'aurais idéalisé à fond. J'aurais idéalisé à fond, et pour avoir vécu une relation où c'était du même genre avec une personne plus âgée et compagnie, non, c'est pas sexy, quoi. Ouais, c'est pas sexy. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important qu'ils aient mis la scène où à la fin, Kip rentre chez son père, décide de partir. Et cette scène trop touchante où il pleure dans les bras de son père. Oh là là. Et son père qui est merveilleux par ailleurs. Mais les gars, les parents sont merveilleux dans cette série. Chez Ilia. Mais genre, les parents sont merveilleux. C'est génial en ça vrai. c'est vrai que mais même l'entourage. Mais oui, c'est Ouais. génial, les gars, en vrai. C'est merveilleux, genre. Et en termes de représentation, donc quand même, la série, elle a fait parler parce qu'il y a énormément de scènes de cul homosexuelles. Et il y a un article qui est sorti dans le GQ par un journaliste homosexuel qui expliquait que, de manière générale, les séries peinaient vraiment à représenter bien le rapport sexuel homosexuel et que E.T. de Rivalry, malheureusement, avait tendance à le représenter de manière très romancée, très hétérosexuelle, certainement pour plaire à un public plus large, on en a déjà parlé, mais que quand même, il y avait certaines scènes qui étaient bien. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ?
déjà très content, comme je disais dans ma vidéo, d'avoir des scènes homosexuelles. Enfin, vraiment très content, bien que j'ai dit que je trouvais qu'il y en avait beaucoup. Mais alors, je m'explique pas que je trouve qu'il y avait beaucoup de scènes de sexe, c'est que je trouvais surtout que ça manquait un peu d'histoire parfois. Ouais, c'était un Et peu en fait, gratuit par contre. Exactement. Et en fait, on m'a expliqué que dans les livres, c'est beaucoup mieux expliqué. Ouais, apparemment, c'est très détaillé dans les livres. Exactement. Ouais. C'est surtout parce qu'en fait, ils ont voulu condenser plusieurs livres en une saison, qui fait que parfois, on manque un peu de fond. Et Ouais, que ça arrive c'est- un peu gratuitement. Bah oui, je suis complètement d'accord. Au début, je me disais, mais ça va où? Heureusement qu'il y a l'épisode 3 qui donne du souffle Exactement. avec Scott. L'épisode 1, Ouais. ça va tellement vite. Ouais. Ils se rencontrent. Moi, je comprends même pas comment ils se rencontrent. Ils couchent ensemble. Non, il y a la scène de la douche où Ouais. juste ils se regardent, ils couchent pas encore ensemble. Puis ils couchent ensemble très très vite. Et puis après, on va d'année en année hyper rapidement. Et donc, je trouvais que du coup, c'était ponctué vachement. Enfin, c'était beaucoup ponctué de sexe. Mais pour en revenir vraiment aux scènes de sexe, j'ai donc très cool d'en avoir. Par contre, là où je trouve qu'il y a ce côté un peu hétéronormé, mais ça va remonter un peu plus haut que le sexe, c'est qu'on va y mettre encore un personnage fort. Ouais. C'est Ilya, Ouais. un peu bad boy. Il vient de la Russie et du coup il est top. Donc, Ouais. du coup c'est lui Ouais. qui est actif. Ouais. Et l'autre côté, vraiment à l'opposé, on a Shane, Mm. beaucoup plus fragile, Ouais. qui va vouloir, sans le faire, mais vouloir exprimer ses sentiments beaucoup plus vite, qui va tomber un peu plus in love. La scène de l'escalier où Ilya part de chez lui et il reste dans l'escalier comme ça, Ouais. il a besoin de partir. Tu fais pas un bus à ton plan cul. Donc, non, mais... et tu restes pas dans l'escalier après comme ça. Et donc du coup, il y a vraiment ouais, c'était vraiment deux cases où tu avais du coup l'actif, fort, machin et tout, et le passif qui était lui beaucoup plus fragile. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Un peu binaire comme Un représentation. peu binaire, exactement. Je trouve ça dommage parce que c'est pas du tout comme ça dans la réalité. Oui, ça existe aussi, hein. Ouais. Mais je trouve qu'on devrait montrer un peu plus de facettes des relations sexuelles homosexuelles. Mm. Et qu'aujourd'hui, tu peux avoir quelqu'un de très fragile et de actif, Mm. et quelqu'un de très affirmé, de très fort qui prend le lead, et pour autant passif. Ouais, C'est pas du tout- grave. c'est pas du tout corrélé, quoi. Ouais, bien sûr. Mais il y avait, dans l'article, il disait qu'il y avait aussi, par exemple, en vrai, la facilité avec laquelle il commence un rapport sexuel, alors que, par exemple, dans les livres, apparemment, Rachel Reid, elle parle du fait qu'il faut lubrifier, qu'il y a des temps de préparation, etc. Donc ça, c'est aussi une misrepresentation. Mais nous, par contre, on a eu un retour, on a un groupe de copines où on regarde toute la série, et donc on en parle, etc. Et la plupart des filles sont de toute façon des filles, donc en fait elles ont jamais eu de rapport homosexuel entre deux hommes. Normal. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que je pense que ça a aidé à faire des découvertes, parce que par exemple, il y a une copine qui nous a demandé, mais en fait, comment deux hommes peuvent coucher ensemble, par exemple, dans une position du missionnaire. Et je pense que quand même, en termes de représentation, on a quand même été arrêté à un truc en mode, tu vois, levrette, ou genre en mode, enfin, back to... Voilà. Et donc, du coup, ça, c'était chouette, je trouve, de voir des rapports homosexuels allongés, de voir plusieurs pratiques, de voir qu'ils couchent ensemble aussi, en n'allant pas forcément jusqu'à la pénétration. Mhm. Ça, j'ai trouvé que c'était quand même plutôt bien. Non, c'était bien. Et aussi, ce que j'ai trouvé cool, parce que il y a dans l'imaginaire un peu collectif, il y a aussi ah non, mais les gars, ils couchent partout. Ah ouais. Et là, il n'y avait pas de ça. On était Oui, vraiment, sans genre, envie. ils sont. Non, mais je veux dire partout avec plusieurs mecs. Enfin, vraiment, il y a ce côté un peu très libéral. Bien sûr. Et là, non, on était vraiment sur eux deux, leur Ouais. histoire d'amour. Et ça, je trouvais ça cool. Tu vois. Ah bah oui, Oui, c'est on vrai. arrêter de faire une hypersexualisation. Exactement. Oui, bien sûr. Ouais. Toi, t'as l'idée enfin, c'est l'idée du. T'as toujours le gars, il est sur Grindr, hop, il a un couple, il va Ouais. coucher là. Non, là, c'était vraiment. Ils se découvraient sexuellement tous les deux, tout au long des épisodes. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Mais oui, c'est pas moderne. Enfin, récemment, on est allé voir LOL 2.0 et il y a un des amis de la bande qui est gay et littéralement, son personnage est réduit au fait qu'il passe son temps à chercher des gars sur Grindr et qu'il veut pécho son pote hétérosexuel. Ouais, il c'est veut- quand même fou. Qui veut pervertir Ouais, son c'est- ami je trouve ça- hétérosexuel. C'est genre. pas moderne, c'est pas moderne. Ouais, c'est genre, pas c'est moderne. un peu, oui. Après, Grindr reste une réalité. Évidemment. Ça existe. Moi, j'ai plein d'amis homosexuels qui l'utilisent. J'allais dire à outrance, non, autant qu'ils en ont envie, et genre très régulièrement, mais c'est hyper important que ce soit Oui, aussi ça montre représenté. pas que ça. Exactement. Comme pour les hétéros, on représente dans Sex and the City une fille, Samantha Jones, qui aime le cul et qui Libéré en est sexuellement, fière, bien sûr, voilà. ouais. Genre, il faut qu'il y ait toutes les Représentation, palettes. exactement. Donc, ouais. Moi, j'aimerais juste dire que Ouais. ça a aussi changé mon rapport au sport, cette série, parce que j'étais en train de faire ma petite séance du matin mercredi dernier, et je me suis dit,
dit que en fait, si Ilya Rozanov me voyait lâcher, il serait pas fier de moi. Et les gars, je n'ai jamais aussi bien tenu de ma vie, genre une séance de sport. J'étais vraiment en disant, il serait pas fier là. Genre... On en parle de son corps. Ouais, On dirait presque qu'il a des prothèses mammaires, je trouve. Non, mais justement, je disais dans ma vidéo que, mais bon, évidemment, j'ai dit ça un peu vite parce que ça reste le monde du sport, mais on était encore sur des mecs qui sont ultra bien foutus, quoi. tu vois. Mais bon, c'est le monde du sport. T'inquiète pas, moi, si je rencontre quelqu'un à la salle, il y aura pas d'histoire d'amour entre nous. Hein. Aucune alchimie sexuelle. Genre, je serais vraiment en train de... sur le tapis. Genre, il y aurait genre aucun moment où je peux commencer une histoire à la salle de sport, les amis. C'est vrai. Pour le coup, dans Call Me By Your Name, il y a Timothée Chalamet, il est très charmant, mais il a ce côté un peu quand même petit garçon très Exactement, rachitique. il fait Mais encore twink. une fois, Ouais. Ah ouais, il y a un truc bizarre. Enfin, c'est encore une autre histoire, mais bon, Ouais. il y a cette relation du coup de la personne plus âgée et qui a une sorte d'emprise et finalement, enfin, je sais pas, Oliver il va se marier quoi. Enfin, Ouais. non mais Grave. non, il va quand même se marier. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu as d'autres recommandations là, que tu pourrais donner aux auditeurs, auditrices de livres ou de films, de gay romance pour ceux qui veulent creuser? Alors, c'est que je suis pas vraiment attiré par la gay romance. Ouais. J'aime vraiment la douleur. Ouais. Enfin, je vais m'expliquer, mais en fait, j'aime ce qui va être un peu plus cru, un peu plus réel Ouais. dans les histoires homo. Je vais très bien dans mon couple et compagnie, mais c'est vrai que parfois j'ai vraiment j'ai vraiment l'envie que l'histoire elle me déchire. Je comprends Et trop. donc pour le coup, là, si Genre, vous la voulez vie leur- d'Adèle, c'est top ou flop? Je l'ai vu très jeune et pour le coup c'est un peu flop parce que en fait elle souffre beaucoup trop. Ouais, genre, elle Ça est fait beaucoup- mal. Ah, Moi, ça fait j'adore mal ce film. et Je beaucoup tombe trop- très amoureuse et de Léa beaucoup trop Seydoux. Mais gratuitement, tu vois. Moi, je suis d'accord. Après, elles sont jeunes. Elles sont très jeunes, donc ça exactement. parle de ça, en Quand t'es fait. jeune comme ça, tu souffres comme C'est ça. très, peu très importe, cru, ouais. ouais. Ouais, ça. c'est très très cru, et il y a un livre que j'adore, ça s'appelle Les Garçons de l'amour et ça se passe en plus actuel, ça se passe en Iran dans les années 70 et donc là où les homosexuels sont pourchassés et en plus Ouais. dans tous les cas de toute façon le pays va mal et ils arrivent à vivre leur histoire d'amour et du coup ils sont en cavale tous les deux et donc ça reste une gay romance. Waouh, Ça j'adore. reste une gay romance, je raconte pas la fin parce que si vous voulez le lire vraiment c'est le film. Enfin, c'est un livre qui m'a bouleversé. J'ai lu l'été dernier, il m'a bouleversé, je pense que je le relirai cet été encore. Et donc voilà, ils sont en cavale, il y a toutes ces difficultés de déjà fuir le pays parce que t'es pourchassé et de deux vivre ta romance homosexuelle et ça j'ai adoré. Génial. L'autre jour, je suis allée à un book club. Alors, je l'ai pas lu, mais je l'ai acheté, je l'ai commencé. Et ça me fait penser à la déclaration d'amour que Ilya fait en russe et le fait que Shane ne puisse pas comprendre. C'est un livre de Ocean Vuong. J'ai oublié le nom, mais en gros, c'est une lettre qu'un mec vietnamien écrit à sa mère en anglais. Donc la première phrase est déchirante parce que il lui dit: maman, en gros là je vais tout te dire mais tu pourras pas comprendre parce que c'est en anglais. Et en fait il raconte comment il était destiné en fait à travailler dans un champ de tabac, etc. Mais en fait il était homosexuel et il a fait tout son parcours et tout. Et apparemment c'est un livre sublime dont Dua Lipa a parlé aussi du coup dans son podcast. Et voilà, ça je pense que c'est une reco que je ferais. Moi, je vais vous recommander Shiva Baby, que j'ai absolument adoré, sur une histoire de femme homosexuelle. Ah ouais, c'est bien. Que je vous conseille à 100%, avec Rachel Sinod, dont je suis absolument fanatique. Trop bien. Merci beaucoup d'être Merci avec à vous, nous c'est trop aujourd'hui. cool. On était ravis de parler de ça avec toi et à très bientôt. Et à nos autres auditeurs et auditrices, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner ou à commenter nos vidéos et nos Spotify, ça nous aide beaucoup. Merci, à plus. Ciao.